Alors, on a entendu aujourd'hui, afin d'éviter le pire, il faut sortir de ce cercle vicieux qui nous empêche, au sud et au nord, de vraiment révolutionner notre façon de vivre. Et vite, le déstabiliser, démanteler, éliminer progressivement les pratiques non durables pour transformer les systèmes alimentaires et installer un système durable. Et c'est cet après-midi, c'est ces systèmes durables dont on parle. Alors, je me réjouis beaucoup que l'agroécologie, c'est d'ailleurs le mois de l'agroécologie pour ceux et celles qui n'ont pas encore été à un autre événement dans ce même contexte. Il y a des flyers là derrière. Prenez-en et puis cliquez. Il y a plein de choses intéressantes qui se passent ce mois. Et si je suis déjà là, on avait déjà parlé de votre cercle de vie, que vous avez peut-être déjà regardé un peu les posters. Et puis, il y a des livres très intéressants et des magazines. S'il vous plaît, faites un arrêt au 100. Et il y a aussi des sponsors, par exemple des petits paysans. Il y a aussi des publications, s'il vous plaît. Ça va tout dans la direction agroécologie et système durable. Alors, et c'est de l'agroécologie aussi, justement, que Olivier du Tchad va nous parler. Il est, il travaille pour SwissAid et il va parler en duplex de ce pays sahélien qui est 30 fois plus grand que la Suisse et 50% de la population active, je crois, travaille dans l'agriculture. Bon, c'est lui qui va tout vous raconter beaucoup mieux que moi. Et il dit que le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des petits producteurs agricoles aide à développer et renforcer la résilience contre les effets de changement climatique. C'est bien ça, n'est-ce pas, Olivier? Alors, merci, Madame Christine. Salut à tous ceux qui nous écoutent de la Suisse et d'ailleurs. Euh, il nous a été demandé de faire une présentation de l'agroécologie comme solution d'adaptation au changement climatique. Et nous avons réfléchi et nous voudrons présenter le contexte et aller un peu dans le détail des activités que SUCED mène ici au Tchad. Alors, nous allons d'abord parler du contexte tchadien en lien avec le changement climatique rapidement. Et par la suite, nous allons ressortir un peu les défis auxquels les petits producteurs, quand je dis petits producteurs ou bien exploitation agricole, c'est des producteurs et des productrices en général, parce qu'au niveau du Tchad, nous n'avons pas de grands producteurs comme en Suisse et dans d'autres pays européens. Au vu de ces défis-là, nous allons essayer de parler un peu des propositions, des axes de travail qui devraient militer pour le renforcement de la résilience de ces petits producteurs-là. Et nous allons chuter sur quelques pratiques agroécologiques que nous développons ici au niveau du Tchad et sûrement en conclure avec deux ou trois phrases à ce niveau-là. J'espère que nous sommes bien suivis. Alors, c'est plus un partage de ce que nous avons fait ici au niveau du Tchad et au niveau des autres pays. Euh, Autour de l'agroécologie et la résilience, donc parler du contexte au niveau national en lien avec le changement, les effets du changement climatique. Et après, ça sera les défis auxquels les producteurs tchadiens et africains sont confrontés en général et proposer quelques pistes au vu de ce que nous faisons ici au niveau du Tchad avec SUCED et voir quelques pratiques agroécologiques. Alors, le Tchad, c'est un pays assez grand, comme disait Christine, ça fait plus de 25 fois la Suisse. Donc, ça fait 1 284 000 km², avec trois zones agroécologiques. Donc, la grande partie est désertique
euh, jusqu'à une partie sahélienne et la partie soudanienne qui reçoit suffisamment la quantité de pluie pour la culture. Et nous savons aussi que ces dernières années, que ce soit la zone désertique sahélienne ou celle qui est plus arrosée, subit les effets du changement climatique. Et d'où nous assistons à des sécheresses, soit c'est des inondations, soit c'est le dérèglement lié au calendrier culturel parce que la pluie ne tombe pas comme il se doit. Des fois, c'est des très grands vents violents. Et donc, euh, en dehors de tout ce qui est ressources pétrolières, le pays euh, vit de l'agriculture et de l'élevage. Et ces activités agro-pastorales occupent plus de 80% de la population et contribuent à plus de 30% au produit intérieur brut. Et ces activités agricoles, pastorales qui constituent vraiment l'alimentation de base de la population. Et quand ces activités qui constituent l'essentiel de l'alimentation, qui constituent l'essentiel des revenus des producteurs, vient être perturbé, vous devez imaginer comment ça se présente. Et donc là, dans le contexte, ces dernières années, le slide que vous voyez, euh, conjugué aux effets du changement climatique, vous voyez tout ce qui est orange ici, c'est des zones vraiment en crise d'insécurité alimentaire. En jaune sont des zones qui sont potentiellement, qui sont exposées à des risques alimentaires. Mais comment on arrive à cette situation? C'est que les inondations ou les sécheresses font à ce que la population n'arrive plus à pratiquer normalement les activités agricoles ou bien les activités d'élevage et ça augmente la vulnérabilité de la population. Et ce qui expose cette population-là à cette situation que je viens d'énumérer. Alors, les défis auxquels ces producteurs sont confrontés et qui les exposent à cette situation d'insécurité alimentaire, c'est la réduction ou bien l'irrégularité de la pluviométrie. Soit il pleut beaucoup, soit il ne pleut pas, soit il pleut tôt, soit il pleut tard. Et donc, les producteurs n'arrivent plus à maîtriser le calendrier culturel. Et ils sont exposés à cette situation. Deux fois, quand il pleut et qu'il commence à semer, il y a l'arrêt brutal de pluie et donc il y a le développement des chenilles qui viennent dévaster tout ce que les producteurs ont mis en place. Et cela fait aussi que tout ce qui est biomasse pour l'alimentation des bétails se raréfie aussi. Autour de soit c'est des inondations, soit c'est la sécheresse. Et donc, la zone de pâturage même ne contient pas vraiment la biomasse pour l'alimentation des bétails. Et les éleveurs sont obligés de se déplacer pour chercher là où les animaux peuvent trouver à manger et à boire. Et là, ils se déplacent dans les zones où initialement c'est des cultures, initialement c'est des agriculteurs qui sont là et ça crée des conflits autour de tout ce qui est ressources naturelles, donc l'eau, la biomasse pour la consommation, mais aussi sur la terre, parce que ces producteurs, ces éleveurs qui sont dans la zone désertique et sahélienne se déplacent dans la zone soudanienne et ça devient assez compliqué. Il y a aussi la baisse de production agricole et animale qui sont les résultantes de cette faible pluviométrie ou bien de l'irrégularité de cette pluviométrie. Et du coup, le pouvoir d'achat des producteurs qui ne vivent que de l'élevage et de l'agriculture est affecté. Les producteurs n'ont plus un pouvoir d'achat leur permettant vraiment de faire face aux besoins de première
une première nécessité pour leur famille. Et donc, ils deviennent de plus en plus vulnérables. Et donc, c'est quelques défis, c'est quelques difficultés, c'est quelques éléments qui sont d'une façon ou d'une autre liés aux effets du changement climatique que les producteurs et les productrices vivent au niveau du Tchad. Et donc, de tout ça, les producteurs n'arrivent pas vraiment à s'adapter aux effets du changement climatique, parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Les effets du changement climatique sont là, les producteurs n'arrivent plus à utiliser les techniques ou bien à produire selon le calendrier qu'ils avaient avant. Ah, il faudrait qu'ils puissent s'adapter à ce nouveau contexte, à ce nouveau défi. Et donc, tout ce qui est là fait à ce que les producteurs n'arrivent pas à s'adapter au contexte au euh, au niveau de leur terroir. Alors, nous, au niveau de succès, ce que nous faisons, que ce soit au Tchad ou dans d'autres pays, nous avons quelques pistes de travail, quelques pistes de propositions que nous mettons à la disposition des producteurs et que nous aussi nous pratiquons pour les aider à améliorer leur résilience. C'est de renforcer la capacité des producteurs à rebondir après les crises parce que, tel que vous voyez, c'est des inondations qui arrivent et des fois, les ménages perdent tout, leurs facteurs productifs, leur habitat, leur capital même. Le cas, par exemple, de l'année passée, c'est pratiquement le deux tiers du Tchad qui était sous l'eau. Il y avait deux inondations liées à la tombée de grandes pluies, mais aussi, après la saison de pluie, il y avait l'inondation fluviale qui a emporté tout parce que la grande pluie, la grande quantité d'eau était venue de la Centrafrique et donc N'Djamena a même été sous l'eau, y compris les personnes qui sont dans les zones riveraines du fleuve Chari et du Logone et du lac Tchad. Et donc, une des pistes, c'est renforcer le pouvoir, la capacité de ces exploitations pour qu'ils rebondissent après une crise, que ce soit de l'inondation ou bien de la sécheresse, parce qu'il arrive aussi qu'il ne pleuve pas, il n'y a pas à manger et ils perdent tout leur capital productif comme élevage. Nous travaillons aussi dans le domaine de l'agroécologie pour renforcer la résilience. Donc, nous allons voir beaucoup plus par la suite des activités proposées par SUCED aux producteurs. C'est développer vraiment l'agroécologie dans le sens de prendre en compte les conditions locales, même si ces conditions-là sont changeantes, c'est de les intégrer dans la pratique des producteurs pour qu'ils puissent tirer bénéfice quand même de leur activité. Nous avons aussi tout ce qui est activité génératrice de revenus, parce que une chose est de produire, mais c'est aussi d'avoir d'autres alternatives pour pouvoir diversifier les ressources financières des ménages. Et en termes de conflits, en termes de réduction de l'espace, en termes de réduction de zones de pâturage, nous proposons souvent de développer des projets intégrés, des projets triple nexus, qui prend en compte l'aspect développement, donc la production pure, que ce soit élevage et agriculture, mais aussi la dimension humanitaire pour que, après une crise, comme je l'ai dit tout à l'heure, assister les producteurs en termes de kits alimentaires et nutritionnels, en termes de semences, pour pouvoir les aider à reprendre leurs activités. Et nous intégrons la dimension cohésion sociale, la dimension paix, comment prévenir les conflits, et quand ces conflits-là viennent à être constatés, comment faire pour que cette gestion de ce conflit qu'on a cherché à éviter arrive, comment on le gère de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de séquelles au niveau de la communauté. Donc là, c'est quelques pistes que nous proposons pour pouvoir diversifier les ressources alimentaires et financières dans les ménages tout en préservant la cohésion sociale qui est vraiment mise en mal par les effets du changement climatique. Alors, qu'est-ce que nous proposons au niveau de SUCED comme activité? Nous, au niveau de SUCED, ce que nous faisons concrètement avec les producteurs,
nous travaillons surtout sur la promotion des semences paysannes adaptées aux conditions locales. Avec le changement climatique, nous disons il faut travailler vraiment au niveau local parce qu'à un moment donné, les semences viennent de partout et ne s'adaptent pas aux conditions que nous avons. Et c'est un risque pour un paysan de perdre une campagne agricole. Pour un fonctionnaire, il peut perdre un mois de salaire, mais pour un paysan, quand il perd une campagne agricole, c'est 12 mois. Et pour qu'il se remette, c'est des années pour qu'il se remette. Et cette situation est de plus en plus constatée. Et donc, nous travaillons avec les producteurs pour qu'ils puissent disponibiliser des semences, adapter les semences au niveau local pour pouvoir produire et gérer vraiment le récolte. Mais cette semence-là aussi, il y a une gestion. Nous allons voir tout à l'heure comment ces semences sont gérées au niveau communautaire. Nous faisons également plus la promotion des engrais organiques parce que SUCED s'inscrit vraiment dans la logique de l'agroécologie. Et donc, c'est les engrais organiques, c'est des biopesticides que nous proposons aux producteurs. Nous faisons la diversification des cultures, qui est un élément aussi important, la biodiversité, sur un espace champ, qui est un élément aussi important de l'agroécologie, la biodiversité. Nous encourageons les producteurs, vu cette situation où la campagne pluviale n'est plus maîtrisée, c'est de travailler beaucoup plus les cultures de contre-saison, que ce soit le céréal, les maraîchages. Et donc, aujourd'hui, les gens maîtrisent mieux la production maraîchère, la production de contre-saison que la production pluviale parce qu'il y a des années où c'est de la sécheresse, il y a des années où c'est des inondations. Dans la même année, tu peux avoir 2 premiers mois de mise en place des cultures qui sont affectées par l'irrégularité de la pluie, une sécheresse, et les 2 derniers mois, c'est l'inondation. Donc, c'est difficile, mais la production de contre-saison n'est pas exposée à ces aléas-là. Et donc, nous travaillons beaucoup plus avec les producteurs pour les cultures de contre-saison, mais aussi la transformation, la conservation, transformation, la commercialisation des produits agricoles et les produits forestiers non liés. Là aussi, c'est pour diversifier les ressources financières et même alimentaires au niveau des ménages. Mais tout ça, comme dit au départ, nous adossons tout l'accompagnement que nous faisons à travers les formations pratiques. Et ces formations pratiques-là, c'est de paysan à paysan. Il y a certains paysans qui sont disposés à apprendre les nouvelles innovations, les nouvelles techniques et sont disposés à partager avec les autres. Mais aussi, nous introduisons de nouvelles cultures, surtout les céréales, les racines et tubercules. Quand j'ai dit une introduction, une réintroduction ou bien une introduction, c'est certaines cultures qui sont bien développées dans une partie du Tchad, mais pas dans l'autre. Et quand nous regardons les conditions climatiques, nous pensons que ces cultures peuvent s'adapter dans une zone qui ne la connaît pas. Nous faisons cette introduction. Soit c'est des cultures qui sont pratiquées avant et qui ont beaucoup de vertus et qu'aujourd'hui, ces cultures ne sont pas pratiquées. Aujourd'hui, par exemple, tu sais, en train de développer l'ofonio, qui est une variété de mil qui était bien pratiquée avant, mais qui est disparue à travers les pratiques. Là, nous sommes en train de réintroduire le fonio dans le cadre de notre projet CROPS. Et donc, là, c'est quelques pratiques agroécologiques que SUCED utilise pour pouvoir renforcer la résilience des petits producteurs et surtout diversifier les ressources financières à travers le petit commerce, le petit élevage, euh, tout ce qui est épargne au niveau communautaire. Ça permet aux ménages de disponibiliser ne serait-ce que les moyens pour pouvoir acheter de quoi manger, inscrire les enfants à l'école et en même temps se prendre en charge. Alors, ces activités que je viens de citer, c'est ce que nous faisons en général, mais je reviendrai sur certaines de ces activités avec plus de précision. Par exemple, les semences paysannes. Nous disons les semences paysannes sont importantes
Et compte tenu des changements climatiques, il faudrait les travailler pour que la biodiversité soit conservée. Et cette biodiversité que nous voulons conserver, c'est à travers les semences, mais dans la pratique, c'est que dans un champ, nous encourageons les producteurs à faire la diversification des cultures, l'association des cultures sur la même parcelle. Et cette diversification leur permet, parce que certaines cultures résistent mieux au manque d'eau que d'autres. Et en faisant cette diversification, une campagne donnée, si la pluviométrie n'est pas bonne, l'exploitation a quand même, la famille ou bien le ménage a quand même cette possibilité de s'en sortir avec une ou deux cultures que de faire une monoculture et de tout perdre. Et là, nous travaillons avec le producteur, nous insistons sur les semences qu'ils doivent conserver. Et là, par exemple, vous voyez, c'est euh, un, un, un magasin de semences communautaires que nous travaillons pour que, comme nous sommes dans une situation de crise liée au changement climatique, il ne faudrait pas qu'ils utilisent toute la quantité parce que ce qu'ils sèment, ils ne sont pas sûrs de récolter. Et donc, ils gardent un peu de semences pour que s'ils perdent la campagne prochaine, ils peuvent multiplier les semences qu'ils gardent. Donc, vous voyez ici, à gauche, c'est des petits magasins de semences, banques de semences construits, gérés de façon autonome par les communautés. Les deux messieurs, ça c'est le stock, le réserve, ça ils sont à l'intérieur de ce magasin. C'est ce qui garde les variétés de semences, qui gardent, si ce qu'ils ont semé, ils les perdent, ils peuvent utiliser ça la campagne suivante. Donc, non seulement nous encourageons à produire les semences, mais aussi de les gérer de façon communautaire. Ici, vous voyez, c'est beaucoup plus la production et l'utilisation des engrais organiques et des pesticides. Sur cette photo, peut-être que vous allez voir que c'est plus des femmes, mais sur celle aussi, au Tchad, nous travaillons avec les ménages, mais nous encourageons beaucoup plus le travail des femmes. Ici, par exemple, c'est la fabrication de compost de 7 jours. Avec les effets du changement climatique, il y a une très grande baisse de fertilité. Les sols se dégradent. Et nous disons, pour aider ces exploitations à renforcer leur résilience, il y a trois choses. Les semences de qualité qui sont adaptées aux conditions, le sol qui doit être amendé, fertilisé pour pouvoir être en mesure de permettre à ce que les semences qu'on met en terre puissent produire, mais il y a aussi la dimension eau. Donc ici, sur cette photo-là, c'est le compost de 7 jours. Nous avons travaillé beaucoup au niveau de succès pour les différents types de compost. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à vulgariser le compost de 7 jours. En 7 jours, avec les ingrédients bien précis, on peut avoir un compost qui peut être utilisé. Et là, par exemple, les femmes qui sont là, c'est ce compost de 7 jours-là. Septième jour après, elles sont en train d'utiliser dans un périmètre maraîcher. Ici, c'est la fabrication de biopesticides. Parce qu'avec l'effet du changement climatique, il y a beaucoup des ennemis des cultures qui se développent. S'il pleut en saison de pluie, la pluie s'arrête pendant une semaine, 10 jours. Nous assistons au développement des chenilles, au développement de beaucoup d'insectes qui s'attaquent aux cultures. Et donc, en travaillant ensemble avec les producteurs, nous valorisons aussi leur savoir-faire et nous arrivons à mettre sur pied des biopesticides qu'on utilise, que ce soit au niveau de maraîchage ou bien au niveau de champs pluviales. Et ici, c'est la fabrication, c'est une session de formation et de production de biopesticides que ces femmes-là ont déjà mis dans les bouteilles pour aller utiliser dans leurs champs. Et ça, nous faisons vraiment la pratique et nous essayons de mettre en avant les producteurs comme les vrais techniciens. Et la plupart de ce que nous faisons aussi en lien avec la recherche, malgré que la recherche n'est pas encore assez avancée au niveau du Tchad dans le cadre de l'agroécologie, dans le cadre de ce que nous faisons, mais pour nous, c'est important à ce niveau-là. Ici, vous voyez, c'est des champs. Ici, par exemple, je parlais de semences. Euh,
de l'engrais biologique, mais de l'eau. Ce sont les trois facteurs sur lesquels nous agissons souvent. Ici, vous voyez par exemple là, comme nous travaillons plus sur les cultures maraîchères, c'est un point d'eau, par exemple, fait de façon avec peu d'investissement, mais que les producteurs peuvent utiliser, que ce soit en saison de pluie, quand il arrive les poches de sécheresse, ou bien en saison sèche, ils utilisent pour la production maraîchère. Donc là, par exemple, c'est un dispositif, c'est un système d'exorde d'eau pour la culture des producteurs. Là, c'est un champ maraîcher où vous avez le gombo, vous avez le niébé, haricot, vous avez tout là-dedans. Ici, c'est oignon. Et ça, c'est la production de céréales que vous voyez ici. Donc, pour nous, c'est la diversification de cultures au niveau de l'exploitation familiale, mais surtout au niveau des parcelles. Nous travaillons en intégrant les pratiques agroécologiques. Là, par exemple, c'est la formation paysan-paysan. Vous avez là euh, le formateur paysan, c'est un paysan pilote qui forme les autres paysans dans l'utilisation euh, de biopesticides à base de matériaux récupérés. Ça, c'est les bouteilles d'eau Tanguy qu'ils utilisent avec un dispositif pour vraiment pulvériser quand il y a des attaques de chenilles. Là, c'est une leader, une responsable d'une organisation féminine qui transmet le savoir-faire. Elle a reçu la formation auprès des techniciens de succès, mais maintenant, elle transmet à ce niveau-là. Nous travaillons aussi, comme je l'ai dit, dans la conservation, la transformation et la commercialisation des produits agricoles et les produits forestiers non lieux. Là, par exemple, c'est un dispositif pour chercher tout ce qui est produit agricole, parce que nous savons aussi que ces produits-là se périssent très vite. Et donc, quand on les sèche comme ça, on les conserve mieux. Ça, par exemple, c'est euh, un magasin, un point de vente de tout ce qui est produits forestiers transformés, produits agricoles transformés. Et ça permet aux ménages de disposer de revenus pour pouvoir acheter de quoi manger si pendant une campagne, ils arrivent à perdre leur production. C'est une façon de diversifier euh, la production agricole et extra-agricole pour renforcer vraiment la résilience des producteurs. Voilà, c'est la suite. Ça ici, c'est le beurre de qualité. C'est un dispositif mis en place, c'est une plateforme des femmes qui font la collecte, la transformation et la commercialisation de beurre de qualité. Ici, c'est tout le processus qui amène à cette transformation, ce qui est dans les bidons que vous voyez. Donc, je pense c'est quelques idées, quelques activités. Peut-être que dans la discussion, nous pourrons approfondir certains aspects que j'ai abordés de façon rapide. Mais ce que je pourrais dire, l'agroécologie aujourd'hui, au niveau de succès Tchad, c'est une réalité. Et beaucoup de producteurs aujourd'hui sont conscients et témoins que grâce à l'agroécologie, que ce soit au niveau de culture pluviale ou bien de culture de contre-saison, ils arrivent à s'en sortir par rapport à l'effet du changement climatique qui, sans cela, devrait être très difficile. Alors, en termes de conclusion, nous disons aujourd'hui l'adhésion, par exemple, et l'appropriation des pratiques agroécologiques par les producteurs est souvent adossée au renforcement technique et organisationnelle des organisations paysannes locales qui portent souvent les acquis, qui transmettent les résultats parce que chaque année, après la récolte, nous faisons ce qu'on appelle l'atelier bilan où les bonnes pratiques, surtout sur l'agroécologie, sont présentées. Et donc, nous disons, toute cette formation, l'adhésion ou bien l'appropriation est adossée sur les organisations paysannes. Ainsi, le renforcement de capacités, la prise de conscience collective des producteurs et productrices les amène à développer des actions d'amélioration et surtout de résilience face au changement climatique. Et tous ces éléments-là constituent vraiment une base d'adaptation, une base
de durabilité de nos interventions sur le terrain. Donc, nous continuons à outiller ces producteurs dans ce sens-là pour que le travail qu'ils font, les techniques de production qu'ils mènent, puissent respecter l'écosystème et adapter aux conditions locales. Autrement dit, ces techniques-là renforcent durablement la sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation des communautés les plus vulnérables. Mais le grand défi pour nous, le grand défi reste vraiment l'engagement politique réel des autorités pour la cause de l'agroécologie. Parce que, quelque part, quand nous abordons les autorités, ils se disent qu'ils sont pour l'agroécologie, ils sont pour l'agriculture durable, ils sont pour une agriculture qui respecte les conditions environnementales, mais dans la pratique, on constate que ce n'est pas vraiment ça. Je pourrais encore parler un peu d'un projet que nous mettons en œuvre, qui est le projet CROSS, mais je pense, en échangeant, je pourrais revenir sur ces aspects à travers les questions, à travers les contributions qui pourront être abordées. Voilà. Merci beaucoup. Ce sont ces quelques éléments de partage que je voudrais mettre sur la table pour une éventuelle discussion. Merci. Et ma question, c'est, vous avez entendu aujourd'hui, ce matin, le discours et surtout la discussion de nos amis suisses. Et ma question serait, quel message est-ce que vous avez pour la Suisse et quels conseils vous pourriez peut-être nous donner pour aussi arriver à faire des beaux projets comme là, vous venez de décrire pour l'agroécologie? OK. Alors, je ne sais pas si c'est le message. Le message peut-être, c'est en lien avec ce que nous faisons. Ce que nous faisons, que ce soit les producteurs, que ce soit les techniciens, nous sommes convaincus que nous sommes au croisé de chemin et que nous devons opter pour une révolution. Nous devons travailler pour un système de production, un système alimentaire durable. Sans cela, nous ne pourrons pas aller loin. Nous sommes dans un monde globalisant et ce qui se fait comme effet de changement climatique qui est vécu dans une partie du monde affecte d'une façon ou d'une autre les autres zones. Donc, pour moi, s'il y a un message, c'est de dire aujourd'hui, face aux effets du changement climatique qui sont plus vécus dans les pays du Sud que dans les pays du Nord, c'est une réalité et nous devons révolutionner notre système de production, révolutionner notre système alimentaire pour la rendre plus durable. Ça, je pense, c'est le message que je pourrais dire à ce niveau-là. Maintenant, en termes de conseils, je ne sais pas si je suis bien placé pour donner des conseils dans le domaine de l'agroécologie aux producteurs ou bien aux acteurs suisses. Parce que quand nous voyons la Suisse est en avant-garde de cette pratique-là, même si ce n'est pas général. Moi, quand je vois ce qui se fait en Suisse lors de mes voyages, je me rends compte que l'agroécologie, l'agriculture durable est plus développée en Suisse que dans nos pays. Aujourd'hui, dans nos pays, ce qui nous permet d'aller plus vite et d'avoir une masse critique qui adhère à ce système de production qui est durable, qui est agroécologique, c'est parce que les producteurs aujourd'hui, ils vivent dans leur chair, ils ressentent les effets du changement climatique et là, ça contribue vraiment à avoir une adhésion plus grande. Mais je me dis, euh, nous avons cette possibilité-là de révolutionner, que ce soit en termes des producteurs africains ou bien européens, particulièrement suisses. Nous devons continuer à travailler dans le sens d'une agriculture durable, d'une agriculture résiliente, d'une agriculture qui respecte
les conditions environnementales. Sans cela, nous sommes embarqués dans le même bateau. C'est ce que je pourrais dire par rapport aux conseils liés à l'agriculture, à l'agroécologie que je pourrais partager avec les autres acteurs. Ça concerne le problème démographique qui n'a pas été évoqué. J'ai été voir sur Wikipédia, il y a maintenant, en 2020, il y a 17 millions de personnes au Tchad. La population croît de 3,25% par année, ce qui fait un doublement tous les 17 ans. Donc, si en 2023, il y a des problèmes d'alimentation à cause du dérèglement climatique, j'aime pas, qui est un phénomène incontrôlable, et en plus que les sols sont les sols qui sont relativement peu fertiles, avec le manque d'eau qui ne va que s'aggraver. Si on laisse une population où il y a encore, j'ai vérifié les chiffres sur Wikipédia, 5,8 enfants par femme, un taux de croissance de 3,25, et puis près de 50% de la population qui a moins de 14 ans actuellement, ça veut dire que dans 17 ans, il y aura donc 34 millions d'habitants au Tchad. Si la situation est difficilement viable maintenant, qu'est-ce qu'il en sera d'ici 5 ans, 10 ans ou 17 ans? Quels que soient les efforts d'agrobiologie, d'agroagriculture qui sont faits. Oui. Merci pour la question. Elle est très pertinente et si on réfléchit en termes de projection, c'est des éléments qu'on doit prendre en compte pour pouvoir intégrer dans les actions à mener. Et ces actions à mener, je pense, à différents niveaux, il y a des acteurs qui devraient être impliqués. Quand on voit par exemple le Tchad, le 2 tiers du Tchad, c'est une zone non peuplée, mais une zone qui a une grande réserve en eau. Donc, quand on prend les 2 tiers de la limite de la Libye jusqu'au niveau du Bata, pratiquement les 2 tiers sont une partie du Tchad qui n'est pas exploitée. Ce n'est que les oasis qui sont là. Et la projection, ce n'est pas seulement l'agroécologie, ce n'est pas les ONG comme SUCED qui peuvent résoudre ces problèmes. Nous faisons, mais il y a la politique au niveau national qui doit prendre en compte cette question de démographie et viabiliser toute la partie. Ça, c'est des projections, ça, c'est des propositions que nous avons eu à faire lors des rencontres. Toute la partie nord, parce qu'aujourd'hui, cette partie n'est pas habitée, voire même une partie de la zone sahélienne. Il faudrait qu'à partir de là, nous développions des programmes de production qui viennent à absorber ou bien qui vient à valoriser cette partie pour pouvoir mettre à disposition de la population de l'alimentation. Sinon, on sera obligé toujours de se tourner vers les autres pays pour importer. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez le bassin risicole qui n'est pas exploité, et là, c'est dans la zone soudanienne, c'est des zones, c'est des potentialités que nous avons, que nous pouvons développer pour même exporter la production, c'est-à-dire que ce soit le mil, le riz, l'arachide. Mais aujourd'hui, ce qui manque, comme je l'ai dit, ce qui est décrié par rapport à la pratique d'agroécologie, c'est pareil pour les autres aspects. C'est un manque de vision du gouvernement, un manque de projection à ce niveau-là. Mais ce n'est pas les ONG comme SUCED qui peuvent faire ça à la place de la population parce que c'est une question aussi, une question régalienne de l'État. Et donc, ce que nous faisons à notre niveau, c'est de pouvoir travailler pour que le gouvernement prenne conscience de ces éléments-là. Et nous continuons à faire l'agroécologie. Certains pensent que l'agriculture durable, que nous faisons la promotion, par exemple, ne peut pas nourrir toute la population. Il faut passer à l'agriculture conventionnelle. Nous disons que l'agriculture conventionnelle a montré ses limites et que nous devons passer par d'autres techniques qui sont plus durables pour la production. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à la question, mais pour moi, la conviction, c'est qu'il faut un engagement politique pour qu'on puisse concilier
la projection en termes démographiques avec les installations, avec les plans de développement agricole au niveau du Tchad pour pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de la population au lieu d'importer à chaque fois. Importer, mais pas tout. On importe ce qu'on ne peut pas produire au niveau local. J'aurais pu penser qu'il parlait d'éducation des femmes, l'éducation des femmes à leur planning familial et au contrôle des naissances. Et ça, c'est très très important aussi, je suis d'accord, mais vu que nous sommes vraiment court de temps, je suggère, comme j'ai déjà suggéré ce matin, que vous pouvez continuer pendant la pause. Je vais rester connecté pour suivre la présentation et je dis merci à tout le monde. Mais merci à vous. Kibrom, j'ai plus besoin de le présenter, vous le connaissez déjà. Et c'est avec grand plaisir qu'on écoutera ce que tu as à nous dire. Alors, nous avons vu les mesures d'adaptation au changement climatique pratiquées par les communautés africaines. Nous avons vu l'exemple des Tchad tout à l'heure et puis avant ça aussi les Burkina Faso. Les choses commencent aussi à bouger au niveau politique aussi en Afrique. Et il y a plus de mobilisation, il y a plus de plaidoyer aussi au niveau politique. Et là, par exemple, si vous voyez un peu l'image, j'ai mis deux images là, et puis là, vous voyez, par exemple, ça c'était le sommet avant le COP27 qui a eu place à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et puis avant ça, il y avait aussi toutes les réunions aussi de planification pour qu'il y ait une prise de position un peu unie au niveau africain. Ça, c'était l'année passée. Puis cette année, il y avait aussi pour la toute première fois le sommet africain pour le changement climatique qui a été organisé au Kenya. Et puis, il n'y avait que les régions africaines. Et c'était vraiment la toute première fois qu'on a organisé un sommet comme ça. C'est vraiment pour prendre des positions unies, pour montrer que l'Afrique n'est pas seulement une victime du changement climatique, mais aussi elle fait partie aussi des solutions. Donc c'était vraiment un moment très très fort. Mais derrière tous ces sommets, il y a aussi toutes les activités, la mobilisation, l'engagement aussi de la société civile. Et c'est ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Surtout d'une société civile au niveau ouest-africain qui s'appelle la convergence. Convergence de lutte pour la terre, l'eau et puis bien sûr le climat. Je vais vous parler d'abord un peu sur l'histoire de cette convergence et puis quels sont les objectifs, les stratégies de mobilisation et les luttes et les revendications qui a été fait à la caravane pendant le COP27 et puis il y a une nouvelle caravane pour 2023 aussi. Je vais juste vous parler un peu des points importants de ces caravanes. La convergence, c'est une plateforme au niveau régional en Afrique de l'Ouest et c'est une plateforme que j'accompagne. Et c'est une plateforme qui a été née en 2014 suite au Forum social africain à Dakar et puis après le Forum social mondial à Tunis. Et puis, elle a organisé la première caravane africaine, ou ouest-africaine, en 2016. La caravane c'est vraiment... vous connaissez la caravane, il y a à peu près 200 ou 300 personnes qui se réunissent, qui traversent un peu l'ouest africain avec plusieurs pays d'escale. Et puis, à chaque étape, ils font le point vraiment sur
sur les grands défis au niveau régional, au niveau du pays aussi. Et tout d'abord, en 2016, l'objectif était vraiment de lutter contre la campagne monétaire. Parce qu'à l'époque, la campagne monétaire, c'était très problématique. D'ailleurs, même maintenant, c'est toujours présent. Mais grâce à ces plaidoyers, il y a beaucoup moins il y a plus de conscience, il y a plus de compréhension maintenant. C'est en lumière maintenant. Tout le monde le voit, mais avant, c'était vraiment un grand problème caché. Donc, après, le thème des caravanes change aussi tous les 2 ans. Il y a la campagne monétaire, après, il y a aussi on a fait des caravanes aussi pour la promotion d'agroécologie, pour le droit à la terre, pour le droit aux semences paysannes. Donc, les thèmes se sont reliés, puis tous les nouveaux caravanes ont fait des nouveaux thèmes. Et puis, depuis l'année passée, 2022, à l'automne de COP27, on a commencé aussi à organiser le caravane pour le COP27. En gros, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser la population à la problématique des changements climatiques, d'interpeller aussi les autorités politiques nationales et sous-régionales, de mobiliser aussi les sociétés civiles, les organisations non gouvernementales et puis communautaires, pour s'engager aussi pour la paix. Souvent, on a vu, par exemple, l'exemple d'Olivier au Tchad. Il y a souvent des conflits entre les pasteurs et les agriculteurs liés à la compétition aux ressources. Donc, les plateformes comme la Convergence, ils essaient vraiment de créer des conditions pour la paix, pour des résolutions de conflits. Donc, c'est vraiment actif là-dessus aussi. Et puis, il soutient aussi des militants et puis des communautés qui sont impactées par la campagne monétaire ou par les injustices, pour qu'ils ne se sentent pas vraiment isolés, pour qu'ils voient qu'il y a des solidarités aussi en dehors de leur communauté. Donc, il y a plusieurs objectifs. Et puis, les stratégies de plaidoyer et de mobilisation, c'est un peu... Tout ça vraiment commence au niveau de communauté, au niveau bas. Par exemple, le premier image que vous voyez, c'est au Togo, et il y a une plateforme Togo ou d'organisations au Togo qui mobilise la population. Et puis, l'idée, c'est vraiment de renforcer cette plateforme au niveau national pour qu'elle continue aussi de faire des plaidoyers au niveau national. Parce que si on ne renforce pas au niveau national, on ne peut pas vraiment faire des plaidoyers aussi au niveau régional ou au niveau international. Donc, tout d'abord, on commence avec le réseau ou de sociétés civiles au niveau national. Après, petit à petit, ça monte au niveau sous-régional à travers les caravanes. Comme vous voyez, ça c'est comme le caravane. Et après, vous voyez là l'image, c'est plaidoyer au niveau de CEDEAO. CEDEAO, c'est presque l'Union européenne au niveau de l'Afrique ouest. C'est une organisation qui fait des lois, qui fait des régulations, machin. Donc il faut vraiment faire des plaidoyers aussi au niveau de CEDEAO. Donc ça, c'est le caravanes. Nous avons rencontré le président de Guinée-Bissau, qui était président de CEDEAO l'année passée. Donc il s'adresse vraiment à la revendication, la recommandation aussi à ce niveau-là. Et puis là, vous voyez les gens qui sont un peu des chefs coutumiers. Et des chefs coutumiers en Afrique. Les chefs coutumiers en Afrique, ils ont des pouvoirs encore. Donc, il faut mobiliser
les chefs coutumiers, ils se sont mobilisés, puis ils soutiennent aussi cette caravane. Donc, vous voyez un peu les caravanes, comment ils s'organisent, par où ils commencent. Par exemple, cette année, ils ont commencé par Burkina Faso, après ils descendent vers la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, après vers Mali, après le Sénégal, ils vont terminer à Mauritanie. Il y a 300 participants qui viennent de plus de 15 pays. Et puis ça montre vraiment la solidarité, ça dynamise aussi un peu les activités aussi des sociétés civiles. Ça, c'est très, très important. Comme les défis en Afrique sont très, très complexes, et puis se trouvent à tout le niveau, il faut que la mobilisation des sociétés civiles aussi faire face à tous les niveaux. Il faut qu'il y ait des mobilisations au niveau communautaire, au niveau national, au niveau régional, puis au niveau international. Voilà, et l'objectif des caravanes de cette année, c'est de donner la parole aux communautés qui subissent les effets des changements climatiques, rendre visibles aussi les actions mises en place en termes d'adaptation et d'atténuation. On a vu tout à l'heure toutes les mesures d'adaptation au niveau communautaire au Tchad. Mais ça, c'est pas toujours visible au niveau national. Il faut que toutes ces pratiques de communauté, les pratiques d'adaptation soient visibles, soient aussi soutenues par la politique. Donc l'idée de cette caravane, c'est vraiment de rendre aussi cette pratique communautaire, cette pratique traditionnelle, plus visible, plus aussi plus visible. Et il y a aussi d'autres revendications au niveau de COP 27, COP 28, toujours de soutenir la sécurisation des terres, accroître la redevabilité sur le flux financier. Le COP 28, toutes les COP, il fait la promesse de soutenir l'Afrique en termes financiers pour l'adaptation climatique, mais l'argent ne vient pas vraiment en Afrique, on ne le voit pas. Donc, on fait aussi des plaidoyers pour qu'il y ait plus de redevabilité, qu'il y ait plus de transparence aussi sur le financement. D'autres revendications importantes sont aussi sur de réviser l'article 6 de l'accord de Paris, par exemple. Ça, c'est un article qui motive ou qui permet les investissements pour le carbon trading, pour carbon offsetting, tout ça, qui encourage encore de la campagne monétaire. Il y a des sociétés qui achètent des terres ou des forêts pour compenser un peu leur empreinte carbonique. Ça fait plus de dégâts que de bénéfices, finalement. Donc, il y a des revendications aussi là-dessus. Et puis, d'autres revendications, mettre en place un mécanisme de financement des pertes et des dommages pour faire face aussi aux impacts climatiques, ça c'est aussi important. Voilà, il faut qu'il y ait des mécanismes de financement pour compenser les pertes et puis les dommages. Et pendant toutes les caravanes, pendant tous les pays d'escale, ou les villes d'escale, il y a des conférences populaires, des marchés, des projections de films, il y a toutes sortes de mobilisations. Il y a la visite des communautés victimes des injustices sociales et climatiques. Il y a des rencontres aussi parallèles avec les autorités du pays. C'est pas juste des confrontations, mais aussi on essaie de collaborer aussi avec les autorités nationales, de les soutenir, de créer vraiment une compréhension des deux côtés, pour qu'ils prennent aussi ils comprennent aussi des soucis des communautés.
Ils organisent des assemblées de peuples. Ça, c'est comme on voit en Afrique, c'est des assemblées. On rassemble tous les villages, tous les chefs coutumiers, des gens qui ont de l'influence aussi sur la décision de politique publique. Voilà, c'est un peu en gros ça le caravane climat. Ça c'est devenu vraiment un moyen de plaidoyer, un moyen de plaidoyer et puis de politique. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Kibra? Oui. Je voulais juste savoir qui sont les personnes ou les entreprises ou multinationales qui accaparent les terres. Parce que vous avez dit, une de vos revendications, c'est l'accélérateur, l'accaparation de terres. Qui sont les acteurs? Je pense qu'ils sont divers en Afrique ou la région que vous avez travaillé. L'année passée, j'étais au Cameroun, par exemple, pour une mission de terrain. Et puis, en pleine campagne camerounaise, j'ai vu des nouveaux terrains acquis par. Il s'appelle Sinapalm. Sinapalm, c'est une société de l'huile de palmier. Une partie d'actions détenues par Bolloré en français. Mais le siège, c'est aussi à Fribourg. Donc, c'est toute une forme de société un peu complexe. Mais la siège, c'est à Fribourg. Et puis, cette société a acquis presque 60 000 hectares de nouveaux terres. Et avant ma visite, je ne croyais pas que je ne comprenais pas vraiment l'ampleur d'accaparement des terres. Mais quand on voit sur place, on voit vraiment l'ampleur. Une société seule qui accapare une dizaine de milliers d'hectares, des forêts vierges, des forêts tropicales, pour convertir ça en monoculture, en huile de palme, pour l'export, souvent pour l'export, et il n'y a rien qui va vers la population et puis qui contribue aussi à tous les problèmes de malnutrition, à tous les problèmes de la pauvreté en Afrique. Ouais. Je rebondis là-dessus, j'ai pas besoin de micro. Oui. Est-ce qu'on peut parler de néocolonisation? Là, lorsque vous décrivez, moi c'est ce que j'entends. Tout à fait, oui. Il y a une forme de néocolonisation, cette fois, par des entreprises privées, par des sociétés privées. Il y a aussi de plus en plus. Il y a un peu de nouveautés. Hein. Ce sont des sociétés privées, mais aussi il y a des Chinois, des pays des Golfe, des pays arabes, même l'Inde, qui font la compétition pour acquérir des terres. Pour s'acheter l'Afrique. Hein? Pour s'acheter l'Afrique. Pour s'acheter de l'Afrique. Voilà. Donc, ouais, c'est une forme de néocolonisation. On ne fait pas la répartition à Berlin comme on a fait il y a 2 ans. Mais il y a quand même un peu de parallèle. Donc, pour nous, ce qui est important, voilà, on perd beaucoup de terres à cet accaparement de terres, et puis on fait des plaidoyers, mais en même temps, on perd aussi beaucoup de terres à cause de désertification, à cause des changements climatiques. Donc, pour nous, ce sont vraiment le même combat. On mène le même combat. Est-ce que ces caravanes ont un impact? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moins d'accaparement des terres, moins d'accaparement de l'eau aussi? Au moins, on a éveillé un peu de conscience.
les gens comprennent non seulement ces problématiques, mais aussi ils comprennent mieux aussi leurs droits. Et ils font plus de plaidoyer, ils font plus de mobilisation. Et puis, ouais. Ce qui est très, très, très important, ce que je trouve avec ces caravanes, c'est vraiment ça montre la solidarité aussi. Solidarité au niveau régional, et puis ça montre aux communautés impactées ou concernées qu'elles ont vraiment le soutien aussi. Ils ont aussi le soutien aussi de la population au niveau sous-régional. Et puis comme nous, des partenaires aussi internationaux, on se rejoint des fois à la caravane, ça montre aussi que leur lutte n'est pas seulement lutte locale, mais aussi internationale. Donc ça montre aussi qu'il y a une solidarité internationale. C'est pourquoi je disais avant, voilà, il faut lutter à tous les niveaux. Oui. Donc, elle est centrée principalement sur l'Afrique de l'Ouest ou aussi sur le continent? C'est ça que j'ai pas bien. Je suis désolée. Alors, les caravanes qui tiendra les 2 ans, ça c'est plutôt en Afrique de l'Ouest, mais avec des plateformes nationales dans 15 pays. Ouais. Mais l'année passée, pendant le COP27, on a fait une mobilisation au niveau continent. Ah voilà, c'est ce qui me semblait, pour ça que... Et il y avait 33 pays qui ont envahi des... Ah voilà, les 28, c'était beaucoup, mais... Voilà. Et puis il y a 33 délégués qui sont allés à Sharm el-Sheikh pour remettre un peu toutes les revendications que j'ai citées, et voilà, pour vraiment représenter la voix des communautés africaines. Pas le gouvernement, les communautés africaines. Mais vous avez l'impression, justement, pour reprendre une question qui était avant, que ça, à part la sensibilisation, ça a pu changer quelque chose au niveau, justement, de ceux qui créent ces problèmes, à savoir certains acteurs des flux financiers, certains accapareurs. Est-ce que vous avez certains des tenants de ces pays ont pu davantage discuter en fait avec, c'est peut-être naïf comme question, mais disons que ça est servi au niveau local et au niveau, disons, plus haut pour diminuer petit à petit ce phénomène délétère. Moi, je dirais, on voit déjà des impacts concrets. Par exemple, au niveau national, comme je disais avant, il faut renforcer les autorités nationales au niveau national pour pouvoir passer au niveau régional et puis international. Donc on voit plus d'impact au niveau national et au niveau aussi comment dire, district, au niveau sous-préfet. Les gens se mobilisent davantage. Et par exemple au Mali, on a grâce à ce plaidoyer de la convergence malienne, on a réussi à élaborer la loi française. La loi française qui protège les droits à la terre de la population. Les mêmes choses au Bénin. D'accord. Et du coup, on voit vraiment des contributions un peu concrètes. Mais c'est vrai, on connaît la complexité des situations. C'est vraiment... On ne peut pas tout changer. Ah non. C'est pour ça que je vous pose la question à quel niveau, par quoi on commence, et puis voilà. Ouais, on voit les changements. Je suis toujours optimiste. Ah oui, il faut. Hein. Donc en fait, c'est en changeant les lois, vous comblez des failles dans lesquelles se faufilent facilement les accapareurs, en fait. Quelque part. Ouais. Une toute petite question encore, et puis après, la discussion.
Ça concerne l'accaparement des terres par des gens extérieurs, des grandes compagnies. Elles achètent à qui? C'est ça que je n'ai pas compris. Donc, par exemple, vous avez cité l'exemple de Bolloré, il a acheté à qui? Alors, il y a un micro à côté là. Non, à droite. À droite sur pied. Non, sur pied. Alors, cette terre, normalement, elle appartient à la communauté qui habite à côté. Mais leur droit foncier n'est pas toujours reconnu par l'État. Et quand il y a un investisseur étranger, Bolloré, qui va au Cameroun avec l'argent, avec le gouvernement national, il saute cette opportunité pour le vendre à ces terres. En disant que voilà, ça appartient à personne, parce que voilà, quand tu n'as pas de titre foncier ou quand tes droits fonciers collectifs n'est pas reconnu, l'État peut vendre, peut tout faire. Donc, les terres est souvent achetées de l'État. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'État est souvent aussi détient une partie de l'action de cette société. Donc il y a des collaborations entre la société externe, souvent à 50-50%. Ils créent une société locale, mais une partie détenue par l'investisseur, une partie aussi par le gouvernement. Et alors la caravane, elle n'a pas eu des problèmes avec les États, par exemple, pour essayer de l'empêcher de passer? Si, ils sont confrontés souvent, pas souvent, mais deux fois menaces, deux fois un manque de collaboration. Et puis pendant le pandémie Covid, ils ne pouvaient pas circuler d'un pays à l'autre. Il y avait quelqu'un qui était détenu à cause de manque de vaccins ou tout ça. Il y a ce problème, mais on voit qu'il y a plus de collaboration maintenant, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, même au niveau. Il y a plus de collaboration de la part des autorités nationales. Encore un dernier point, c'est pas une question, c'est juste une phrase. Oui, c'est juste pour compléter, parce que j'ai eu la chance de croiser 3 fois la caravane et de la financer 2 fois, la cofinancer 2 fois. C'est une grande aventure humaine en fait. Vous voyez 300 personnes réunies dans 5 bus qui sont ensemble pendant 5 semaines, à faire 15 étapes dans 5 pays. Tous les gens se connaissent parfaitement à la fin, et en fait, c'est tous des militants qui sont très engagés à leur niveau, des fois très locales, sur des thématiques très différentes, et qui vont voir en fait une vision globale de tous les problèmes d'Afrique de l'Ouest pendant 5 semaines. C'est très très puissant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Super. Merci beaucoup, Kibor. Il y avait en printemps, il y avait cette marche bleue. On avait la marche bleue en Suisse qui allait de Genève jusqu'à Berne pour le climat. Et puis j'ai rencontré quelques-unes de ces dames qui ont mené cette marche sur la place fédérale il n'y a pas très longtemps. Et puis elles ont dit, je ne sais pas si ça a changé quelque chose, mais justement, je crois se lier, se tisser entre soi et puis d'être ensemble pour avancer, ça c'est très très important. Et puis, il y a des parlementaires qui disent que ça vaut vraiment la peine d'aller à Berne, alors de marcher sur Berne, et puis de faire valoir ces messages. Alors je crois que ça c'est un peu, ouais, à première vue ce que j'aimerais retenir pour la Suisse de ça. On a la dernière pause. On a la dernière pause et puis après on a encore 2 projets absolument fantastiques et puis enfin, c'est un peu comme la dernière fois, c'est enfin les femmes sur la scène. Mais vu que Saskia elle va partir juste après ta présentation Esther, c'est maintenant vraiment le dernier moment pour écrire pendant cette pause, pour écrire sur la banderole, parce qu'elle elle a dit, c'est volontiers qu'elle ramène. Alors remplissez, écrivez, et puis on se retrouve dans une demi-heure, c'est 3h55 pour Emma
et puis elle va nous raconter sur la conserverie. Merci beaucoup et bonne pause.